Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Catherine. Violée pendant 3 ans par le mari de sa sœur, elle a décidé de placarder son histoire sur la porte de son violeur. Vous avez décidé de sortir du silence, ça a été quelque chose, hein? J'étais rendue à un stade de non-retour. C'était où je parlais, où je mourais. Et aussi l'histoire de Laura. Elle se prostitue depuis 20 ans. Aujourd'hui, elle ne sait pas comment révéler son secret à ses enfants. Je vis une double vie en fait, hein. Celle du travail avec le sexe, hein. Celle de la maison avec la famille. Et ne pas mélanger les deux, c'est pratiquement invivable, hein. Ou encore l'histoire de Christine. Elle a découvert que ses parents n'étaient pas ses vrais parents et a décidé de tout révéler lors d'un repas de famille. Il y avait ma sœur, son mari, moi, mon mari, mes parents. Et à la fin du repas, ma mère me demande qui est cette dame sur la photo. Wow. Et donc je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle une mère biologique. Bonjour à tous. Merci pour nos invités. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue dans toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui se sont enfermés dans le silence pendant de nombreuses années, par honte ou par peur. Ils ont préféré dissimuler à leurs proches un passé bizarre, un événement traumatisant, bref, un secret trop lourd à porter. Et puis un jour, le secret est devenu trop toxique, trop étouffant, trop insupportable. Alors ils ont osé parler, ils ont décidé de tout révéler, si possible, à un moment bien choisi, comme un repas en famille, et tant pis pour les dégâts. Pourquoi choisit-on de révéler un secret? Quelles sont les conséquences d'une révélation explosive? Faut-il toujours dire sa vérité à ses proches? C'est toute la question. Je vous demande d'accueillir nos invités d'aujourd'hui. Bonjour Christine, bienvenue parmi nous. Christine, vos parents vous ont toujours caché que vous étiez une enfant adoptée. Beaucoup d'enfants se posent la question. Et parfois, ils n'ont pas de réponse de toute leur vie. Vous avez fait votre démarche personnelle, vous avez découvert et vous avez secrètement rencontré votre mère biologique. Dans quelles circonstances vous avez décidé d'annoncer tout ça à votre famille et notamment à vos parents? Lors du repas de la fête des mères. Comment vous y êtes prise? Ça devait être une ambiance particulière. Non, je voulais qu'on soit tous libérés d'un certain poids sur ce secret, voilà. Et je trouvais que c'était une date idéale, en fait, je sais pas. La fête des mères pour dire à votre mère que vous savez qu'elle n'est pas votre mère? Il y a eu un concours de circonstances. En fait, je rentrais de mon voyage... Je vous juge pas hein, quand je dis ça, vous comprenez bien. Ouais. Je rentrais de mon voyage, j'avais rencontré ma mère biologique. Et une fois que j'avais fait donc, toutes mes recherches, cette date s'est imposée. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. J'imagine que vous étiez sous le choc, vous aussi, quand même, parce que c'est quand même oui. assez étonnant de rencontrer sa mère biologique. Laura, bonjour. Qu'est-ce que vous avez caché à vos enfants pendant plus de 20 ans? Je me suis prostituée pendant 18 années. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez combien d'enfants? 6. 3 qui le savent, les grands? 3 qui le savent, 3 qui ne le savent pas ou qui le savent plus ou moins, je pense qu'ils le supposent. Vous direz comment vous avez fait savoir à votre aîné quel était votre métier, quels moyens vous avez utilisés, pas facile, et puis comment vous comptez faire aujourd'hui avec les plus jeunes. À vos côtés, Lorelei. Bonjour Lorelei, contrairement aux apparences, vous êtes un homme. Non. Non, vous êtes une femme, vous étiez un homme. Non plus. Ah. J'ai toujours été une femme, sauf que... Je vais considérer ça d'une autre manière. Je suis née avec un corps d'homme, mais j'ai toujours été une femme. Pendant 20 ans, vous vous êtes travestie, sans jamais en parler à votre mère, mais depuis toujours, vous vous sentez femme? Oh, oui, tout à fait. Mais j'appellerais pas ça du travestissement non plus. D'accord. Ce n'est que l'année dernière, vous avez décidé d'avouer à votre mère que vous n'étiez pas celle qui vous croyait. Ça a été un petit choc, madame, hein? Terrible. Assez... Vous avez été... C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas expliquer quand on est une mère et que voilà, on a un fils qui vous dit c'est très difficile, c'est insurmontable, on va dire. Et pourtant, vous êtes là aujourd'hui, donc vous faites face. Parce que j'adore mon fils. Pour moi, c'est mon fils. Je l'adore et donc c'est comme un témoignage, lui montrer que je serai tout le temps là près de lui. Eh bien, si c'est pas de l'amour, ça. Vous nous raconterez comment vous avez fait cette révélation. On parle aujourd'hui des secrets de famille. Alice est également avec nous. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, beaucoup de nos invités d'aujourd'hui disent que la révélation a été un soulagement pour eux terrible, une véritable libération. Vous aussi, vous avez révélé un secret de famille. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous le regrettez. Oui. Dans un premier temps, ça m'a libérée. Et maintenant, je le regrette énormément puisque je suis fâchée avec ma mère. Elle me renie et puis elle me rejette quand elle a su ce qui m'était arrivé. Vous pensiez qu'elle pouvait avoir une telle réaction? Non. Je pensais qu'elle était là justement pour me soutenir et puis ça fait un éclatement de famille, il n'y a plus de rencontres. Une histoire assez comparable à celle que Catherine a vécue.
Mais vous n'avez pas réagi de la même façon, vous aurez l'occasion d'en discuter. Bonjour Catherine, Bonjour. et bienvenue parmi nous. Vous avez un peu le trac, vous me l'avez dit avant l'émission. Non, mais ça va aller. Non, mais surtout le gros du travail, vous l'avez déjà fait, c'est-à-dire. Ouais. Nous allons donc débuter cette émission avec un reportage qui vous concerne, Catherine. Pendant 20 ans, vous avez dissimulé, mais à toute votre famille, vos parents y compris, ce qui vous est arrivé quand vous étiez une très jeune adolescente. Vous aviez quel âge quand vous avez été abusée? Ça a commencé à 13 ans. 13 ans jusqu'à 16 ans. Votre beau-frère, je précise lequel, le mari de votre sœur Le mari de aînée. ma sœur. Le mari de votre sœur aînée Ma vous sœur a, aînée, oui, j'en ai qu'une. de votre sœur, vous a abusé donc lorsque vous étiez adolescente entre 13 et 16 ans. Et à 36 ans, vous avez décidé de sortir du silence. Ça a été quelque chose, hein? C'est quelque chose. Mais c'est surtout que je n'avais plus le choix. C'est que j'étais rendue à un stade de non-retour. C'était où je parlais, où je mourais. Vous comprenez Alice qui nous dit regretter d'avoir révélé une chose pareille aussi à sa famille? Bah, je ne suis pas dans sa position, mais moi, je veux dire, même moi, si ma mère m'avait repoussée, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'était de sortir du silence. Si mes parents m'avaient rejetée, eh bien, ils m'auraient perdue définitivement. Je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, je le vis comme ça, mais... Regardons comment vous y êtes prise pour faire cette révélation, pour dire publiquement ce que cet homme vous a fait subir, et puis aussi pour tout simplement l'annoncer à vos parents. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Adolescente, Catherine a été abusée par le mari de sa sœur aînée. Aujourd'hui, elle revient dans son collège et se souvient de ces années noires qui ont détruit sa vie. À 13 ans, j'étais pensionnaire dans cet établissement. Et ma sœur a décidé de venir me chercher le mardi soir parce que je n'avais pas cours. Donc j'allais dormir chez elle. Et de 13 ans à 16 ans, j'ai été violée par son mari. Il venait me chercher tous les mardis soirs et tous les mercredis, il me violait. Il me violait. Et je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais rien dire. Pendant toutes ces années, Catherine est enfermée dans le silence. Impossible de dire, de révéler un si lourd secret. Hantée par cette histoire traumatisante, elle tente en août 1992 de mettre fin à ses jours. Pour son mari et ses enfants, Catherine s'accroche à la vie. Elle survit à sa tentative de suicide. Il lui faudra encore 8 ans pour oser parler à ses parents qui ne comprennent pas pourquoi elle ne s'est pas confiée plus tôt. C'était là qu'il fallait que tu parles, toi. Mais comment? Comment j'aurais pu te dire, dis donc papa, il y a le frère, il y a le mari de ma sœur qui me viole tous les mercredis matins. Comment j'aurais pu te dire ça? Il y a des choses que vous auriez pu voir, mais vous n'avez pas su les interpréter. Sacrée histoire. Vous vous êtes dit, il n'a pas pu faire ça, c'est pas possible. C'était un truc difficile. Très difficile. À 36 ans, libérée de ce poids, Catherine décide de révéler publiquement son histoire. Elle se rend au domicile de son violeur et affiche sur sa porte un texte qui raconte son cauchemar. J'ai fabriqué une pancarte que j'ai pointée sur la porte d'entrée de mon abuseur. C'est cette pancarte qui a changé ma vie. C'était où je mourais, où je disais les choses, mais comme je ne pouvais pas les dire, j'ai fait cette pancarte. Parce que si lui, il se cachait pour me violer, moi, je n'avais pas envie de me cacher pour le dire. Ça vous a fait quoi quand je vous ai montré ma plaque terminée? Ça donnait un petit peu ça, mais bon, ça vous a fait quoi quand je vous ai... C'était la seule chose qu'il fallait faire. Hein. C'était la seule chose qu'il fallait faire. Si je l'avais pas fait, si j'avais pas fait cette pancarte, je ne serais plus là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Suite à sa révélation, Catherine a le courage de porter plainte. Son violeur est condamné. Reconnue comme victime, Catherine peut enfin prendre un nouveau départ. Révéler les faits, pour moi, ça a été très, très important. Même plus que ça, je veux dire que ça a changé ma vie. C'est fini, c'est derrière moi. J'ai envie de vivre longtemps. Alors, faut-il révéler un secret de famille? On a l'impression que pour vous, la réponse est oui, elle s'impose en tout cas. Elle s'impose, sans aucun doute. Vous parlez de survie parce que c'était vraiment... Qu'est-ce qui était si oppressant au bout de 20 ans, je veux dire, hein, parce que vous l'avez occulté pendant 20 ans. Non, je ne l'ai pas vraiment occulté. Non, non, c'était là, mais... Non, je ne l'ai pas occulté. Alors, pardonnez-moi, je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce qui est devenu insupportable au bout de 20 ans? C'est cette souffrance.
cette souffrance qu'il y avait en moi, et je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas. Autour de moi, enfin, j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, et autour de moi, j'entendais sans cesse, mais on ne comprend pas, elle a tout pour être heureuse. Elle a un mari super, elle a de beaux enfants, elle a un travail, elle a une belle maison. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Elle a tout pour être heureuse. Et il y avait cet espace dont vous ne pouviez pas parler. Voilà, et moi j'entendais ça et je me disais, mais non, oui, j'ai tout ça, mais il me manque l'essentiel, je ne suis pas heureuse, je n'ai pas envie de vivre. Je vais demander à Jacques Salomé, qui est psychosociologue, comment on peut garder un secret pareil pendant 20 ans et pourquoi ça sort d'un coup au bout de 20 ans? D'abord parce qu'on garde le secret, parce que pèse sur nous un sentiment de culpabilité, comme si c'était notre faute, ce qui nous arrive. Ensuite, il y a ce que j'appelle la répression imaginaire. On pense à la place de l'autre que si on dit, on sera rejeté, pas entendu, exclu. Pas cru. Pas cru, bien sûr, ou traité de folle, ou d'hystérique, etc. Donc ce que j'appelle la répression imaginaire, c'est d'une violence inouïe. Et puis, il y a cette double violence, la violence de l'acte et la violence du silence, parce que l'autre fait peser aussi une menace. Si tu parles, il y a des menaces de mort sur la personne ou les proches. Donc il y a cette double violence. Ce qui explique qu'on peut accepter de souffrir en silence pendant une aussi longue période, 20 ans. Mais il s'est passé quelque chose au bout de 20 ans, de spécial? Ou c'est simplement parce que c'était la goutte d'eau, tout d'un coup, et le vase était plein? C'était la goutte d'eau. Et puis non, j'ai vraiment pris conscience que j'allais mourir. Je me suis regardée, je me suis dit, bah là, t'as pas le choix. Tu vas mourir, donc t'as pas le choix. Il faut dire les choses ou tu t'en sors pas, quoi. Et, question de survie. Question de survie. Alors vous avez donc décidé d'avoir une révélation, une façon de révéler le secret spectaculaire. Spéciale. Spéciale. Comment vous avez eu l'idée de la pancarte? Alors la pancarte, je suis allée voir un thérapeute qui m'a fait écouter une cassette de Jacques Salomé sur la restitution symbolique, où il expliquait que par un objet, on pouvait restituer la violence qu'on avait reçue dans notre corps d'enfant. Et donc j'ai fait cette pancarte pour restituer toute cette violence que j'avais reçue. Vous l'avez fabriquée vous-même? Je l'ai fabriquée moi-même. Qu'est-ce que vous ressentiez en préparant toute cette mise en scène? Un soulagement. Un soulagement. Puis bon, fallait qu'elle soit bien pensée parce qu'il fallait que ça me corresponde. Donc j'ai écrit au marqueur rouge, la couleur qui symbolisait la douleur et la souffrance. Donc j'ai écrit, voilà, ici demeure monsieur. Donc évidemment, j'ai écrit son nom et son prénom. Celui qui, alors que je n'étais qu'une adolescente, a abusé de moi. Depuis toutes ces années, je n'ai un souvenir que ces mains sales qui m'ont touchée et qui m'obligeaient à toucher son sexe gluant. Il était toujours avec votre sœur à ce moment-là? Non. Il était divorcé. Ils ont divorcé, j'avais 18 ans et demi. Vous avez été placardé ça sur la porte. Il avait une famille? Il s'était remarié entre-temps. Ouais. Il s'était remarié. Il vivait avec sa famille? Oui. Vous en avez parlé à vos parents avant. En fait, vous leur avez montré cette pancarte? Je n'avais pas réussi à le dire à mes parents. Et quand j'ai fabriqué cette pancarte, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de faire cette pancarte et aller chez eux. Donc j'ai pris cette pancarte, je l'ai montrée à mon mari qui a été un petit peu affolé, qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais la placarder sur sa porte. Et il me dit, mais tu te rends compte, il va porter plainte contre toi? Eh bien, j'ai qu'il le fasse. Et là, je lui dis, je vais aller voir mes parents parce qu'il faut qu'ils sachent. Et je suis allée chez mes parents, je leur ai montré la pancarte, je leur ai dit, bah, écoutez, j'ai quelque chose de grave à vous dire, à vous montrer parce que je ne peux pas vous le dire. J'ai pris la pancarte, et ils sont passés par toutes les couleurs. Ma mère est devenue rouge, blanche, grise. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués et en même temps soulagés. Parce que ma mère m'a regardée, elle m'a dit, c'est pour ça que tu allais aussi mal. Et je leur ai dit, pendant toutes ces années, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su me protéger. Donc j'ai besoin de vous aujourd'hui. J'ai besoin d'aller planter cette pancarte sur sa porte parce que j'ai besoin de lui renvoyer toute cette violence qu'il m'a imposée, j'ai besoin de lui renvoyer. Vous vouliez que vos parents vous accompagnent? Alors j'ai demandé à mes parents, j'aimerais que vous m'accompagniez tous les deux parce que j'ai besoin de vous deux. Ma mère me dit, bon, on va y réfléchir, mais moi je pense que c'est oui. Et le lendemain, ma mère m'appelle, elle me dit, bah, écoute, tu veux la mettre quand? Je lui dis, écoute, mardi. Je vais la mettre mardi, 7h30. Et ma mère me dit, je viens avec toi. Mais par contre, ton père ne viendra pas parce qu'il a du mal et parce qu'en plus, il n'est pas bien portant. Donc, il ne viendra pas.
Donc j'ai été déçue parce que j'avais envie qu'il vienne. Vous avez envie d'être accompagné solidairement par vos deux parents Voilà, dans cet voilà, acte voilà. symbolique. Oui, oui. Il n'y avait personne dans la maison? Il n'y avait personne. Non, mais Et les voisins? ça faisait quelques semaines que j'y pensais, donc je faisais sonner le téléphone tous les jours, tous les mardis à 7h30 pour voir s'il y avait quelqu'un. Vous ne vouliez pas qu'il soit là au moment où vous plantiez la pancarte? Bah non, parce que j'aurais pas pu la planter. Ouais, vous vouliez aller au bout de votre acte. Je voulais aller au bout. Maîtriser les choses. Je voulais aller au bout. Et donc j'ai planté cette pancarte, j'ai mis ma voiture juste devant, j'ai cloué cette pancarte, ça faisait un bruit d'enfer. C'était à 7h30 du matin, c'était dans un lotissement, donc c'était très calme, et puis ça résonnait. Ça résonnait. Et plus je tapais, plus ça me soulageait. J'avais l'impression de déposer un gros caca qui tombait là. Et votre mère Ma mère, elle me disait oh, ça fait du bruit, il faut peut-être arrêter là, tu vas pas mettre les 4 clous, maison que 2. Et c'est vrai que la porte était très très dure. Donc, vous tapiez toutes vos forces, quoi. J'ai tapé. J'ai même pas tapé, j'ai cogné. J'ai cogné, puis c'était aussi toute cette violence que j'avais en moi qui ressortait, donc il fallait que je cogne. Laura, vous comprenez son procédé? Ah oui, tout à fait, oui. D'avoir envie que ça se voit, quoi, de taper un grand coup, c'est le cas de le dire? Oui, c'est important, oui. Ce qu'elle a fait, c'est très bien même. Vous auriez pu, Alice, révéler ce secret dans ces conditions-là? Non, parce que, bon, ma mère déjà soupçonnait que j'avais subi des attouchements, mais le temps qu'elle ne connaissait pas le nom de la personne me prenait comme victime, et quand elle a su le nom de la personne, après c'était moi la fautive. C'était qui cette personne par rapport à votre famille? Mon beau-père. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Catherine? Elle a des parents quand même qui l'ont soutenue. Ça vous est arrivé entre quel âge et quel âge, vous? 10 et 14 ans. Et je trouve ça très étonnant de voir à quel point vous réagissez vous vivez la même chose et vous réagissez de manière différente. Vous n'auriez pas dû révéler les choses de votre point de vue aujourd'hui? Je pense que j'aurais dû le faire dès le départ, mais au départ, je n'ai pas osé, puisqu'en plus, il y avait du chantage. Mais il fallait que je me taise, parce que ma mère ne me croirait pas, que j'allais me retrouver en pension. Il y a deux types de conséquences qu'on imagine dans ces cas-là, les conséquences familiales et puis les conséquences légales aussi. Qu'est-ce qui va se passer après? Il va falloir tout déballer. Alors attention, parce qu'il y a aussi ces histoires de prescription. 30 ans après, il y a prescription. 20 ans après, du point de vue pénal, il y a prescription. En revanche, pas du point de vue civil. Donc vous avez réussi à aller au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari, est-ce que craignait votre mari? Est-ce que c'est arrivé? Oui, il craignait qu'il porte plainte contre moi. Et moi, je me disais, j'espère qu'il va porter plainte contre moi. Parce que moi, je ne pouvais pas pousser la porte d'une gendarmerie et dire, voilà, je voudrais faire une déposition parce que j'étais violée par le mari de ma sœur. Je ne pouvais pas. C'était la seule façon pour moi de pouvoir dénoncer les choses. Vous entendez ce que dit Alice Hadis? Il fallait le faire tout de suite ou il fallait le faire jamais? Voilà. C'est quand on voit Catherine, je vous sens soulagée, quoi, quand même. Votre vie a changé? Ma vie a changé. Si je n'avais pas parlé, je ne serais plus là aujourd'hui. C'est évident. Tout le monde a vu le changement autour de moi. C'est vraiment un changement radical. Je voulais mourir et aujourd'hui j'ai envie de vivre. Je me suis surprise à avoir envie de vivre. Et c'est merveilleux comme sensation. Même votre mari doit être content du résultat alors? Enfin, je veux dire, tout votre entourage doit être content du résultat. Oui. Bon, quand on est heureux, on rend heureux les autres. On commence à être heureux parce que bon, effectivement, il a porté plainte contre moi. Donc, alléluia. Donc, j'ai pu m'expliquer sur ces gestes. J'ai pu dire ce qu'il m'avait fait subir de 13 ans à 16 ans, puis à 18 ans, parce qu'à 18 ans, il a encore essayé. Et là, je me suis défendue parce que j'étais sur mon territoire, j'étais chez mes parents. Et là, j'ai pu me défendre et lui asséner un coup qui l'a foutu KO, quoi. Et Physiquement? Physiquement. Je lui ai donné un coup de genou dans une partie. Merci. Il s'est écroulé. Cet homme, en tout cas, a été reconnu coupable pour agression sexuelle sur mineur, donc au civil, où la prescription est de 20 ans. C'était in extremis pour vous, hein? Il était vraiment moins 5. En fait, au pénal, non, parce qu'il a été mis en garde à vue. Il a avoué le fait, il a avoué avoir abusé d'autres personnes aussi. Et puis le lendemain, on m'a appelé, je suis allée à la gendarmerie, on m'a dit, je dis, mais il est toujours là, il est toujours en garde à vue? On m'a dit, non, Catherine, on l'a relâché parce qu'il y a prescription. Vous avez 36 ans, fallait parler avant l'âge de 28 ans, fallait parler avant. Donc j'ai engagé une procédure civile qui a duré 8 ans, qui vient de se terminer samedi soir. Il a été reconnu coupable pour agression sexuelle sur mineur, donc on ne dit pas viol au civil, hein, et condamné à payer 220 000 € de dommages et intérêts. Ouais. Comment a-t-il réagi, lui, au jugement? Eh bien, il n'a pas assumé ses actes.
Il a été reconnu responsable, il a reconnu, il m'avait donné une avance de 3 000 euros. Et puis quand le chiffre est arrivé, le chiffre définitif est arrivé, il n'a pas assumé ses actes et il s'est suicidé. Et pour moi... Comment votre sœur a réagi à ça? Ma sœur, je l'ai appris parce que ma sœur a téléphoné chez moi en hurlant, en me traitant de criminelle, en me disant « tu l'as tué ». C'était moi, d'un coup, qui était devenue la criminelle. Et vos parents? Mes parents, curieusement, ils ont été soulagés. Ils m'ont dit, il ne te fera plus de mal. Ils ont été soulagés. Qu'est-ce que ça représente une révélation publique comme celle-là? Toutes les conséquences sont évidemment importantes, mais l'acte fondateur, c'est cette révélation publique, cette fameuse pancarte. Qu'est-ce que ça change avec une révélation privée, vous savez, où on se le dit entre quatre yeux? D'abord, c'est une réconciliation avec soi-même. On se réconcilie avec l'image de soi. Ensuite, il y a une sorte de réparation narcissique. On est blessé, on est dévalorisé, on a une image de soi disqualifiée. Et le fait de porter sur la place publique, je dois dire d'ailleurs que ce n'est pas la démarche que moi j'enseigne, parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a, premièrement, mettre des mots. Quand il y a le silence des mots, va se réveiller la violence des MAUX, M-A-U-X. Donc c'est nécessaire de mettre des mots sur les violences qu'on a reçues. C'est-à-dire essayer d'expliquer concrètement ce qui nous est arrivé, pouvoir le dire. Mettre des mots. Mettre des mots. Deuxièmement, ce que j'appelle la restitution symbolique. J'ai reçu une violence de l'autre, j'ai reçu un message toxique, je le remets chez celui qui l'a déposé sur moi. Mais ça relève de l'intimité. Monsieur, vous avez oublié quelque chose, quoi. Et la 3e démarche, alors, c'est la démarche légaliste. Ça veut dire qu'on va chercher à punir l'autre. C'est ce que j'entends dans le cas de Catherine. Il y avait le besoin quand même de sanctionner, de détruire l'image sociale. Comme on a l'image de soi détruite, quelque part on voudrait détruire. Alors vous dites que ce n'est pas ce que vous conseillez quand on vous demande conseil à ce sujet? Moi je reste sur les 2 premières démarches. Mettre des mots, parce que ça c'est cher payé. Regardez le nombre de cancers, le nombre de... Aujourd'hui on le sait, il y a un lien très direct entre le silence et les somatisations que nous inscrivons en nous. Et puis cet acte symbolique, parce que vous avez vu ce que nous dit Catherine, le fait de choisir la planche, la couleur, c'est pas rien. Tout est symbole. C'est formidable. Il y a une sorte d'élargissement de la dimension, alors qu'on a été un objet, on redevient un sujet. Et ça c'est fondamental pour chacun d'entre nous. Alice, comment vous avez révélé à votre maman ce qui vous est arrivé quand vous étiez toute jeune fille? C'est-à-dire qu'autour de moi, il s'est passé un fait similaire au mien. Et à chaque fois, je suis un petit peu perturbée. Et ma mère m'a posé la question, tu as dû avoir des problèmes dans ta jeunesse, d'attouchement ou autre. Alors je lui ai dit, oui, j'ai voulu t'en parler, mais je n'osais pas parce que n'habitant pas toujours avec elle, j'étais plus souvent en pension qu'à la maison. Je trouvais qu'elle avait une attirance pour ma sœur, donc le peu d'amour qu'elle me donnait, je ne voulais pas le perdre. Donc je ne voulais pas lui révéler. Et quand je lui ai dit que ce n'était pas la personne qu'elle pensait, quand j'ai voulu parler, elle m'a dit « tais-toi, je ne veux pas le savoir ». À la fois, elle vous a tendu la perche et à la fois, elle vous a fermé la bouche. Donc, la solution, je lui ai écrit une petite lettre qu'elle n'a pas voulu lire. Elle m'a dit, si tu as quelque chose à me dire, tu me le diras. J'ai voulu lui dire, elle ne voulait pas m'écouter. Donc ce soulagement dont parlait Jacques, à un moment qui viendrait au moment où on révèle la vérité, vous ne l'avez jamais ressenti, vous? Aussi. Un peu quand j'ai su que ma mère savait le nom de la personne. Ça m'a soulagée qu'elle le sache, mais je l'ai regretté. Pourquoi? Parce pour elle, je mentais. Si je m'étais tue pendant plus de 30 ans, c'est que j'avais très bien supporté la chose ou je voulais me faire valoir maintenant à ses yeux. Et maintenant, le fait qu'elle soit fâchée avec moi, je n'ai plus personne. Votre mari? Il dit que j'aurais mieux fait de me taire. Qu'en fin de compte, j'ai remué en parlant vulgairement la merde. Vous êtes en train de dire, Alice, que vous auriez préféré garder votre douleur secrète plutôt que de révéler la vérité, que vous auriez pu vivre avec cette douleur? J'ai eu beaucoup de mal pendant toutes ces années à le garder pour moi parce que lors de certains événements, c'est vrai que ça remonte, on ne se sent pas bien, tout. Mais là, le mal que j'ai maintenant, je me retrouve mon mari, mes enfants, mais même ça touche mes enfants. Puisque ma mère ne me parle plus, c'est leur grand-mère. Donc les réunions de famille, c'est plus possible. Ça a fait un éclatement.
ça a gêné la Je cellule. trouve ça terrible, Jacques, hein, c'est vraiment la double peine, quoi. On a subi et on doit resubir à nouveau quelque chose de terrible. Oui, mais là, je crois qu'Alice quand même doit prendre conscience que ce n'est pas la révélation. La révélation n'a fait que mettre à jour le contentieux qui existait entre vous et elle depuis des années. Et pour moi, je trouve que c'est plus sain de mettre à jour un contentieux qui soit ouvert plutôt que larvé et d'être porté. Parce qu'il faut, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une transmission transgénérationnelle. Quand on ne règle pas un problème dans une génération donnée, ce sont nos enfants, parce qu'il y a ce que j'appelle les loyautés invisibles, les fidélités invisibles, les enfants, sont, avec un courage incroyable, prennent sur eux de réparer les blessures cachées des parents. Et donc il faut être attentif. Donc je trouve que c'est important d'avoir mis des mots et de découvrir que il y avait un conflit larvé entre votre mère et vous, mais qu'aujourd'hui, bien, il est clair, il est apparent. Mais elle en souffre. Oui, mais Jacques, elle en souffre quand même. C'est ça, c'est pas simple la vie. Hein. Ah, regardez mes cheveux blancs. Oui, j'ai un de mes enfants d'ailleurs qui en veut terriblement à ma mère, mais bon, je lui dis qu'il faut quand même... Vous avez cette mère-là. Et en fait, votre drame, c'est que vous cherchez d'avoir une maman alors que vous n'aviez qu'une mère. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Oui, j'ai un de mes enfants qui reproche à ma mère de ne pas avoir tenu son rôle de mère parce que pour lui, des parents, ça doit assurer la sécurité physique, affective, morale et tout. Et il ne comprend pas la réaction de ma mère. Votre maman aussi, vos enfants pourraient dire la même chose vis-à-vis de votre propre mère. Parce qu'à un certain moment de votre existence, vous avez dit qu'ils auraient dû voir. Ils auraient pu. Ils auraient pu. Comment ça se passe avec vos parents aujourd'hui, depuis ? Ils me soutiennent. J'ai vraiment tout leur soutien et c'est super, quoi. C'est l'inverse. Ça crée des liens encore plus forts. Ce que vous dit Jacques, Alice, si j'ai bien compris, c'est que de toute façon, ça n'aurait pas été bien. De toute façon, il y avait ce problème entre votre mère et vous. Vous pensez que vous iriez mieux aujourd'hui si vous ne l'aviez pas dit ? Oui. Vous pensez que vous iriez mieux, vraiment ? Je pense. Parce que je m'en veux terriblement parce qu'elle arrive à 70 ans et en fin de compte, bon, elle m'a toujours reproché de lui avoir gâché sa jeunesse. Et maintenant, je lui gâche carrément sa vieillesse. Alors... Christine, comment se passent vos relations avec votre maman depuis que vous avez révélé ce que vous savez ? Maintenant, très bien. Ça se passe bien ? Oui. Les fêtes de Noël, tout ça, vous pouvez les partager ensemble ? Disons que j'ai dit ça il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en arrière. Donc quand j'ai révélé ça, il y a eu un froid pendant quelques mois. En fait, c'était la dernière fête des mères. Voilà. Alors, je vais résumer un petit peu votre histoire, vous m'arrêtez si je me trompe. Depuis que vous êtes toute petite, vous avez ce sentiment que ressentent pas mal d'enfants de ne pas vraiment être à leur place, de se poser la question de savoir s'ils ont été adoptés ou pas. C'est pas tout à fait ça, en fait. Moi, je suis dans une famille, ma famille, j'étais très heureuse. J'ai une sœur, tout s'est passé très bien, j'ai jamais eu de différence. Je peux pas dire que je l'ai ressenti par rapport à ça, mes parents m'adorent. J'ai eu une enfance tout à fait avec normale, juste ce point d'interrogation, alors. Mais comme une ombre au tableau, quelque chose qu'on ressent, je sais pas, ce sentiment d'être seule et abandonnée. Ouais. À partir de quel âge vous avez ressenti ça ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu ce sentiment. Aussi loin qu'ils vous en souviennent. Ouais. Que répondaient vos parents lorsque vous leur parliez de vos doutes sur vos origines ? J'ai jamais posé la question directement, en fait. Je tendu des perches. Comment ? Des perches, voilà. On m'a dit, bon, que tu vas chercher là. Genre, est-ce que, je sais pas, par exemple je sais pas, des fois, genre, on se dispute, ouais, mais t'es pas ma mère. Ah oui, c'est des perches, ça, oui, d'accord. Ouais. Voilà. Mais une fois, je suis tombée sur mes papiers du tribunal. Et comme c'était rédigé en langue étrangère, je ne savais pas ce qui était écrit. Je suis allée la voir, j'avais 14 ans. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a dit, c'est rien, c'est un PV. Et le papier a disparu. Et puis dans ma tête, je me suis dit, un jour, je chercherai. Voilà, je ne poserai plus la question, ça ne sert à rien, on ne me le dira jamais. Donc voilà. Alors vous l'avez fait, comme ça. Vous avez été accrocheux, ça n'a pas été facile de savoir la vérité, il a fallu faire preuve d'esprit de conviction. Disons qu'à partir du moment où on ne m'avait rien dit, je me suis dit, puisqu'on ne me dit rien, je vais trouver toute seule. Et une fois que j'aurai tous les éléments, je vais le dire. Là, on ne pourra pas me dire non, on ne pourra rien me dire, puisque j'apporterai toutes les preuves. Et la preuve que vous aviez été adoptée en Tunisie, donc vous avez fait des démarches auprès de l'administration tunisienne. Je ne savais pas par où commencer, ça a été très long en fait. Ça j'imagine. J'ai un peu tapé à toutes les portes, on m'a refermé toutes les portes en me disant que non, j'avais jamais été adoptée, qu'il n'y avait aucun document, voilà. Et puis un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le tribunal et j'ai dit voilà, j'ai perdu mes papiers, il me faudrait mon dossier s'il vous plaît. Et on m'a dit rappelez dans une semaine, ce sont des archives qui sont assez anciennes, c'est pas évident à trouver. Et une semaine plus tard, j'ai rappelé, il m'a dit non, il n'y a rien. Il a lu la liste, et puis en fait, il s'est arrêté sur les noms de mes parents. Et j'ai dit, oui, c'est ça. Il me dit, j'avais mal compris l'identité. Alors il m'a dit, vous êtes le numéro 1039. Voilà. Comment vous avez réagi ? J'ai dit, amenez-moi mon dossier.
Et il m'a dit, c'est pas si simple, il faut passer par le procureur, enfin, il faut venir sur place, enfin... Mais comment vous êtes finalement allé en Tunisie? Après, quand j'ai retrouvé ma mère biologique. Disons qu'au départ, voilà, j'ai fait des... c'était pas la recherche de ma mère qui m'intéressait, c'était mon histoire. Je voulais savoir ce qui s'était passé. Ouais, je voulais savoir pourquoi on me disait rien, est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment d'accablant, enfin un truc... Finalement, je me suis inventé plein de trucs. Je me suis dit, il a dû se passer quelque chose vraiment pour qu'on me le dise pas, de pas bien, enfin, je sais pas. Moi, je voulais savoir ce qui s'était passé sur moi. Donc, j'ai contacté tous les foyers. Je me suis dit, j'ai bien été dans un foyer. Et on n'a pas trouvé de dossier. Et finalement, un directeur de foyer, un jour, m'a dit, écoutez, si vous avez un problème, rappelez-moi. Au bout de quelques mois, je l'ai rappelé, ce monsieur. Je lui ai dit, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai appelé il y a 3 mois, je galère, je n'arrive pas à avoir mon dossier, quoi. Il m'a dit, c'est pas étonnant, vous n'y arriverez pas. Il faut venir sur place et c'est très long, c'est quelque chose de très caché chez nous et ça ne se révèle pas facilement. Il m'a dit, si vous voulez, vous me donnez une procuration et je peux aller pour vous, retirer l'extrait de naissance en mairie, alors qu'on me disait que je n'existais pas, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a retiré mon extrait de naissance original. Et sur l'extrait de naissance, il y avait le nom de l'assistante sociale qui m'a déclaré. Et il s'est produit qu'en fait, cette assistante sociale connaissait une assistante sociale qui était amie avec ce directeur de centre. Et il m'a dit, voilà, je sais où vous êtes née maintenant, parce qu'en fait, je ne savais même pas dans quel hôpital j'étais née. Et allez chercher vos archives à tel endroit, vous allez les trouver. Alors, vous parlez de toute cette quête pour recueillir l'information. Ça a été long, il ne faut pas penser que ça se fait automatiquement, on l'a bien compris. Ensuite, une fois que vous avez retrouvé votre mère, vous avez été à sa rencontre. Vous n'avez pas dit à vos parents que vous partiez rechercher votre mère? J'ai dit que je partais en voyage. Vous avez rencontré cette femme, vous avez fait les photos? Oui. Et puis vous avez provoqué cette réunion de famille que vous avez voulu organiser le jour de la fête des mères. Comment ça s'est mis en place dans votre tête? C'est pas tout à fait ça. Une fois que j'ai eu tous les éléments et que je l'ai rencontré, je me suis dit, maintenant, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que je le dise, parce que de toute façon, personne ne me le dira. Donc voilà, je suis partie donc une semaine au mois de mai avec mon mari, j'ai rencontré ma mère biologique, je suis revenue, et il y avait la fête des mères juste après. Donc c'est vrai que ma mère nous a appelés en disant, c'est la fête des mères, venez manger. Et là, je me suis dit, voilà, je pense que c'est là que je vais le dire. Comment s'est passé le repas? Très bien, on est arrivés, j'ai donné mon cadeau, on a tous mangé. Il y avait ma sœur, son mari, moi, mon mari, mes parents. Et à la fin du repas, j'ai dit, voilà, vous voulez voir les photos du voyage? Donc tout le monde a dit oui. Et moi, il faut savoir qu'au préalable, j'avais prévenu ma sœur quand même, je lui avais parlé. Donc elle était au courant, mon mari aussi, ainsi que son mari. Donc voilà, j'ai donné mes photos, la plage, machin. Et arrive la photo de ma mère biologique. Donc ma mère me demande qui est cette dame sur la photo. Wow. Et donc je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle une mère biologique. Voilà. Et alors? Pas de commentaire, rien. Elle a passé la photo à mon père. Et pas de commentaire non plus. Comment s'est terminé le repas? Au revoir. Rien, j'ai pas eu d'explication. Vous n'avez pas été déçu? Finalement, d'explication, je me suis dit, finalement, les explications, je les ai, puisque j'ai tout mon dossier. Donc, la seule chose qu'on m'a dit, c'est me le dire comme ça aujourd'hui, c'est choquant. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que je ne comprends pas qu'elle soit choquée d'une nouvelle qu'elle connaissait déjà. C'est plutôt moi qui dois être choquée. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Vous nous avez dit en préparant cette émission, Christine, quand même que vous vouliez frapper fort. Vous vouliez choquer un peu à la mesure de ce que vous aviez été choquée. Vous nous avez dit ça. Choquée, disons que c'était le seul moyen pour arriver à se libérer de tout ça, ouais. Et comment vous avez renoué ensuite avec votre mère, celle qui vous a élevé? En fait, ils sont partis en voyage pendant un certain temps. Elle m'a envoyé une lettre. J'ai pas souhaité répondre. Je me suis dit que le temps allait faire les choses. Et puis ils sont revenus de voyage et on s'est expliqué. Bien, voilà. Comme vous le souhaitiez cette fois-ci? Oui. Vous avez compris le chaînon manquant, enfin comment les choses s'étaient passées de leur point de vue à eux? Disons qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Eux pensaient que j'étais partie à la recherche d'une mère parce que j'étais pas bien ou que je les reconnaissais pas en tant que parent avec tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Alors que vous, c'était une question de racine. Moi, j'étais partie chercher mon histoire. Le chaînon manquant de votre histoire. Voilà, et je voulais avoir la vérité sur mon histoire. Vous avez été tentée, Laura, de frapper un coup fort pour révéler ce que vous avez à dire à vos enfants? Ah oui, fréquemment, oui. Oui. Vous avez imaginé des mises en scène? Vous avez imaginé des moments? Je crois qu'on imagine tout. Ouais, on imagine tout, aussi, ouais. On attend le moment. On se dit à un moment, je les aurai tous là. Et je vais le dire. Et le problème, c'est que par rapport aux âges,
les termes, on ne peut pas employer les mêmes par rapport à l'un comme à l'autre. Il y a quand même 20 ans d'écart entre le premier et la dernière. Donc c'est ce qui est en fait le plus compliqué. Alors, ça fait presque 20 ans que vous vous prostituez pour subvenir aux besoins de vos 6 enfants. Vous en avez 6. Vos aînés sont au courant, les plus jeunes se doutent, vous nous dites? Oui, je pense qu'il y a un point d'interrogation. Vous ne savez pas en tout cas comment vous y prendre pour en parler ouvertement. On regarde ce reportage pour mieux comprendre votre histoire et puis on en discute tous ensemble ensuite. Laura se prostitue depuis 18 ans. Elle exerce son activité en cachette de ses 3 plus jeunes enfants. Sur son lieu de travail, ils n'ont accès qu'à la première pièce. L'endroit ici, c'est un endroit où je cache un petit peu mon jeu pour mes enfants. Donc, je suis cartomancienne ici. Puis les enfants, jusqu'à présent, m'ont toujours cru. Donc, quand mes enfants viennent ici, je suis ici. Il y a toujours mes cartes sur la table. Il y a tout ce qu'il faut pour faire croire. Voilà, donc ici, c'est la pièce où aucun de mes enfants a droit de rentrer. Ici, j'ai une vie. En dehors, j'en ai une autre. Voilà. À partir du moment que je ferme cette porte-là, je la ferme et je vis ça. Je vis la prostitution, l'acte. Dès que j'en ressors, je passe à autre chose. Laura fait un métier à part, mais de retour à la maison, c'est une maman comme les autres, une mère protectrice, soucieuse du bonheur de ses enfants. Je suis très proche de mes enfants. Pour moi, c'est ma seule raison d'exister. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je pense qu'on ne sait jamais si on est une bonne ou une mauvaise maman. Donc, on fait jamais tout, on fait ce qu'on peut. Vous savez, une maman, c'est pas quelqu'un qui fait l'amour avec un homme, qui vit avec un homme. Une maman, c'est quelqu'un qui fait à manger, le ménage, qui berce, qui console. C'est pas une maman qui fait l'amour comme ça, n'importe où, n'importe comment. C'est pas ça une maman. Personne ne voit sa maman comme ça. Pourtant, il arrive que les clients de Laura appellent chez elle alors que ses enfants sont dans la pièce d'à côté. Difficile alors de rester discrète. Là, actuellement, oui, je suis occupée, donc c'est pas possible. Rappelez-moi lundi matin, à partir de 10h. Voilà. J'ai déjà été prise en flagrant délit. Je répondais à un client qui me posait une question un peu crue, quoi. À savoir certaines choses, telles que les positions ou le tarif. Je peux pas répondre devant mes enfants. Mais là, cette fois-là, il y en a un qui est rentré. Donc je lui ai dit que c'était une blague, je rigolais avec une copine, et puis ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais mentir tout le temps, c'est pas facile. Je vis une double vie, en fait. Celle du travail avec le sexe, celle de la maison avec la famille. Et ne pas mélanger les deux, c'est pratiquement invivable. Laura ne supporte plus de vivre dans le mensonge, mais comment révéler sa profession à ses 3 derniers enfants? Isabelle, sa fille de 28 ans, a découvert que sa mère se prostituait alors qu'elle n'avait que 12 ans. Elle encourage Laura à dire la vérité. Pour moi, personnellement, j'ai pas de honte. J'ai des amis qui viennent à la maison, ils sont contents, ils sont pas contents. C'est la même chose, quoi. On vit avec. De toute façon, c'est comme ça. Moi, je savais que si j'avais des baskets dans mes pieds et un pull sur moi avec un manteau, c'est pas grâce à mon père ou grâce à quelqu'un d'autre, c'est parce que ma mère, elle avait de l'argent pour pouvoir nous l'acheter. Et voilà, quoi. Donc, elle a fait ce qu'elle a fait pour pouvoir nous élever au mieux possible. C'est un choix de vie, voilà. Mais je veux que mes enfants sachent qu'ils en sont absolument pas responsables. Et ça, c'est important. Maintenant, je me pose une question, comment le dire aux 3 petits et comment vont-ils le prendre? Moi, aux petits, je pense qu'il faut faire comme avec les grands, quoi. Faut être cash. Le plus grand des 3 petits, lui, il m'a posé des questions, il m'a demandé. Et moi, je lui ai rien dit, c'est pas à moi de dire les choses, mais il m'a posé pas. C'est à moi de lui expliquer, c'est à moi de lui faire comprendre. Mais je pense que je vais faire les choses clairement, je vais leur dire carrément. C'est vrai que j'ai un petit peu marre de vivre dans l'ombre comme ça. Quand on ne sait pas exactement les choses, on se pose plein de questions. On ne sait pas, on sait, on ne sait pas, on sait. Et je pense que le mieux, c'est de savoir, de dire les choses clairement, et voilà, quoi. Quel âge a le plus jeune de vos enfants, Laura? Elle va avoir 10 ans. Vous estimez que c'est le bon âge? Non. Non, il va falloir trouver les mots. Mais je pense qu'il faut qu'elle grandisse avec, ça sera mieux. Quand on rentre dans la prostitution, il arrive un jour, on est face à un problème. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. On rentre dedans. On pense qu'à soi. Égoïstement, on ne vit qu'avec soi à ce moment-là. Les enfants n'y pensent pas. On ne pense pas qu'ils vont grandir. Ils sont petits. On pense à les nourrir, mais on ne pense pas qu'ils vont grandir. Et on ne pense pas qu'ils vont grandir. Et puis un jour, on va se retrouver face à cette révélation qu'il va falloir leur faire. Donc le temps passe.
Le temps passe, on continue, on s'enfonce de plus en plus, on s'enfonce dans une forme de mensonge de tous les jours. On vit une vie à côté, une autre vie à la maison, et puis le temps passe. Puis un jour, les enfants grandissent, et là, on est affronté à une grande réalité. Là, c'est le mur. Voilà. Je pense qu'à un moment, il faut parler, mais il faut choisir le bon moment. Et les petits, alors, vous allez attendre quel moment? Les petits, le problème, c'est qu'ils ont quand même des écarts. Alors, 17, 15, 10... Mais vous ne pensez pas qu'ils se parlent entre eux, qu'ils savent tout, que c'est un secret de polichinelle dans la famille? Si, je pense ça. Et alors, de votre expérience, vous devez vous dire quand même, il faut clarifier les choses maintenant. Oui, mais il faut trouver les mots pour la petite et les mots pour les grands. Oui, là c'est très important. D'abord, je pense que ce n'est pas aux parents de parler de leur propre sexualité aux enfants. C'est un domaine réservé. Mais là, tout se confond, le métier et la sexualité se confondent. Non. Par contre, justement, il faut que vous osiez leur dire que vous avez un métier, parce que vous savez bien que pour vous, il ne s'agit pas de sexualité, que c'est pour l'autre, pour le client. Et qu'au fond, c'est une prostituée qui m'a dit ça. Elle m'a dit, moi aussi j'étais confrontée, elle élevait 4 enfants, et j'étais amenée à dire que j'exerçais un métier. Elle a utilisé un mot que j'ai trouvé excellent. Je suis une assistante sociale du sexe. J'aide des hommes à vivre leur sexualité qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Et je les aide à vivre cette sexualité. Et c'est pour ça que c'est possible. Vous parlez de votre travail. Et je l'ai fait pour vous aussi parce que je n'avais pas d'autres moyens de subvenir à vos besoins aussi. Ah oui, c'est clair. Oui, vous parlez de votre travail, pas de votre sexualité. Et ça, c'est très important. Parce que c'est insupportable pour un enfant. La façon dont est révélé le secret, j'ai l'impression, je ne dis pas qu'elle est aussi importante que le secret en lui-même, mais pour moi, elle a son importance quand même. On va voir dans un instant avec vous, Yvette, que Loreley a choisi des moyens très détournés de dire les choses. Je ne sais pas comment Laura réagira. Vous allez nous dire comment, juste après cette petite coupure, ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous avez tout plaqué après un coup de foudre. Vous avez retrouvé votre coup de foudre d'enfance, vous avez tout quitté pour lui. Votre enfant vient de connaître son premier coup de foudre. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Excusez-moi les petits gars, je suis en retard. Ça va, c'est quoi ça? T'as vu l'heure ou quoi? Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire des Forbans. 20 ans après avoir vendu des millions de disques, ils gardent la banane, même s'ils se produisent aujourd'hui sur des scènes plus petites. Quand c'est le déclin, effectivement, c'est dur à gérer. Alors, c'est dur à gérer, mais quand on est bien dans sa tête, encore une fois, et quand on est amis, quand on est une bande d'amis, on arrive à passer le cap. Et aussi l'histoire de Claude Barzotti. Chanteur de charme des années 80, il s'est reconverti aujourd'hui en promoteur immobilier. En fait, j'ai commencé l'immobilier en 1986. J'ai toujours pensé que la chanson, c'était un métier éphémère. Enfin, l'histoire de ces vedettes des années 60 et 70 qui ont rencontré un succès inattendu cette année au Zénith de Paris. C'est les grandes retrouvailles, ah oui, alors ça, ah oui. La revanche des ringards. La revanche des ringards. Alors nous parlons aujourd'hui des secrets de famille et surtout de la meilleure façon possible de pouvoir les révéler, les révéler. Chacun a sa petite méthode. Laura se pose des questions, ses grands-enfants le savent, les petits pas encore. On va voir comment Loreley s'y est prise pour dire à sa maman que son garçon chéri était en fait une femme. Comment vous l'avez appris, madame? Au petit déjeuner. Enfin, il m'avait laissé un écrit. Un écrit que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais bon, il y avait... Et puis ben... Elle avait laissé traîner son journal intime. Un manuscrit, oui. Il faisait un manuscrit. Je dis toujours il. Hein. Il faisait un manuscrit, et donc il m'avait laissé le manuscrit. Enfin, donc voilà, je n'ai pas voulu le lire. Et puis, pourquoi? Bon, la chose... de toute façon, même s'il fait des manuscrits, je ne le lis jamais. Pourquoi? Je ne peux pas. Vous avez peur d'apprendre des choses que vous ne voulez pas apprendre? Voilà, je ne veux pas. Je veux rester dans... La seule chose que je lui avais demandé, je lui avais dit bien, écoute, c'est simple, sois gentil, tu te mets pas en jupe et en talons devant moi. Tu es en pantalon et... correctement. Mais attendez, quand elle vous a révélé, quand Loreley vous a révélé ce secret, vous le saviez déjà? Je me faisais comprendre des choses quand même, mais je ne voulais pas le voir. On ne veut pas le voir, vous savez, ces genres de choses-là. On se dit non, on ne veut pas le voir.
Donc, Qu'est-ce qui s'est passé au petit déjeuner? il m'a mis devant le fait accompli, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire? Il m'a dit, voilà, sur le papier... Vous lui avez demandé de lire ce qui était sous ses yeux? Disons que je lui avais laissé ça dans la nuit et je lui ai demandé de lire correctement ce que je lui avais laissé. Et quelque part, je l'ai un peu supplié de ne pas me rejeter ou ce genre de choses. Même si je savais très bien en moi-même qu'elle ne me rejetterait pas, je connais suffisamment ma mère, elle pourrait tuer pour ses enfants. Mais la peur est une chose irrationnelle et j'avais quand même peur de ça. J'avais extrêmement peur. Peur du rejet. Peur du rejet. D'autant que je n'avais pas une situation très simple. Je vivais encore chez elle. Si elle me rejetait, c'était pas évident pour moi. C'est difficile à imaginer que vous viviez ensemble et que vous ne vous rendiez pas compte de l'identité de votre enfant. Voilà. J'ai tout fait pour. Je ne me rendais pas compte. Ou je ne voulais pas m'en rendre compte. J'ai tout fait pour ça. Vous pouviez tout cacher? Oui, dans le sens où j'avais le corps d'un homme, oui. C'était quelque part, j'avais cette possibilité de cacher par différentes manières. C'était une femme pendant la journée et un homme quand vous rentriez le soir à la maison? Un peu ça. Oui, c'était un petit peu ça. C'était un peu ça? C'était un petit peu ça. Quand j'étais seule, oui, je m'accordais un moment de liberté en m'habillant à ma guise naturellement, mais en me travestissant en homme. Oui, quand il y avait des gens présents autour de moi. Y compris votre mère? Y compris ma mère, surtout ma mère. Surtout votre mère, si on a bien compris, oui. Donc, elle l'a lu ou elle l'a pas lu, ce journal intime? D'après ce que moi j'avais compris, elle avait un tout petit chouïa survolé. J'étais obligée parce que je faisais des photocopies. Donc il y avait des passages que j'étais obligée de voir. C'est-à-dire qu'elle vous a demandé de faire des photocopies? Voilà. Donc il y a des passages que j'étais obligée de voir. Ok, donc vous avez compris quoi. Et Voilà. vous avez compris que vous n'y échapperiez pas à la révélation du secret non plus. Voilà. Comment vous avez affronté les choses? Très mal. Enfin, j'ai conseil de famille. J'ai dit voilà, Clarence m'a, voilà, les choses sont comme ça. Et la famille, enfin l'entourage très proche, m'a dit écoute, s'il est heureux comme ça, tu laisses. Et puis bon, s'il se sent bien, et ben c'est très bien. Vous aviez besoin de votre famille? J'avais besoin de sentir que j'étais accompagnée, oui, absolument. Et après alors, que je n'étais pas toute seule. Et après? Vous vous êtes expliqués tous les deux? Oui. Toutes les deux, je ne sais plus comment dire. C'est là où j'ai dit. Ça se fait de différentes manières. Sois gentil. C'était très progressif, les explications. C'est-à-dire que moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'elle fasse des erreurs par rapport à ce que je suis pour pouvoir ensuite corriger ces erreurs et donc lui expliquer mieux ce que j'étais. Entre il et elle, entre ceci. Entre il et elle. Bon, maintenant, j'ai accepté largement qu'elle m'appelle il, qu'elle m'appelle mon fils ou ce genre de choses. C'est la seule personne dont j'accepte pas ça des autres personnes, sauf d'elle, parce que c'est ma mère. Et parce que je comprends ce qu'elle peut ressentir, je comprends ce qu'elle peut vivre par rapport à ça. Pour une mère, c'est pas une chose simple, parce qu'elle m'a faite comme je suis. Et c'est plus facile pour les autres, toujours. Donc, qui vous ont découvert plus tard, évidemment. Qui m'ont découvert plus tard. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était la bonne méthode d'y aller progressivement, Yvette? Oui, peut-être pour me connaître. De votre quand point même. de vue, oui. Oui, c'est peut-être, oui. En douceur? En palier, voilà, en douceur. Par palier? Oui. Il me connaît, donc... Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, Laura? Pourquoi pas? Je veux dire, laisser traîner un écrit pour vos enfants? Oui, c'est un petit peu ce que j'ai fait moi, hein, quelque part. Pour les grands? Sauf que je cachais Ils avaient interdiction de retourner, quoi. Il faut regarder d'un côté, pas de l'autre. Mais quelque part, oui, c'est... Vous souhaitiez qu'ils regardent de l'autre côté? J'aurais bien aimé, oui, mais qu'ils ne m'en parlent surtout pas. Comme un peu le beurre et l'argent du beurre, là. Ouais. Comme tout être humain, on est égoïste. Hein. Ouais. Vous le savez, mais surtout, on n'en parle pas, quoi. Je continue à vivre tranquillement et vous craignez cette explication, ce face-à-face avec vos enfants? Vous craignez qu'ils vous en veuillent? J'ai peur qu'ils me tournent le dos, oui, effectivement. J'ai peur de les perdre. Je perdrai une grosse partie de moi-même. Et en fait, ces 20 ans n'auraient plus de raison d'exister. Si je les perds aujourd'hui, ces 20 ans n'auraient servi à rien. Puisque vous avez fait ça pour eux? Parce que ça a été pour eux. Vous parlez d'égoïsme, vous avez quand même fait ça et c'est pas un métier facile pour quand même nourrir vos enfants. Égoïstement, je ne veux pas les perdre. Ouais. Mais c'est vrai que si aujourd'hui ils me tournaient le dos face à ce que je fais et ce que j'ai fait, je veux dire, j'aurais eu aucune raison de le faire, ça aurait été ridicule. Qu'est-ce que vous pensez, Christine, vous, de votre point de vue de fille? Moi, j'en pense que
Il vaut mieux le dire avec ses mots. L'apprendre par hasard par d'autres personnes, d'une façon déformée, je pense qu'ils peuvent... ça peut être plus choquant, quoi. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre... Ne serait-ce que là, on est à la télévision publique et nationale. Hein. Mais comme ça, au moins, ça sera fait. Non, mais c'est vrai qu'on... Non, mais en tous plus, les soirs, il y a l'angoisse de rentrer à la maison et de se dire lequel, ou du coup de téléphone. Jacques, vous avez est-ce qu'on peut donner un conseil sur des choses aussi personnelles? Pour Lorelai. Je crois qu'elle exprime un de nos besoins fondamentaux, le besoin d'être reconnu. Et je m'adresse à maman. Maman, tu veux me voir là, alors que je suis là. Et c'est important pour moi d'être vu par toi là où moi je me reconnais et pas là où toi tu veux me reconnaître. Il faut entendre cela. C'est un des besoins relationnels les plus puissants chez l'enfant. On réclame d'être reconnu tel que nous nous sentons. Et pas tel que papa, maman, le professeur veut nous voir. Ah oui, ou nous ont conçus même, hein, parce que c'est... Ou nous ont conçus, oui. parce que oui. Concernant Laura, qu'est-ce que vous avez à dire, sachant qu'évidemment, chacun fait ce qu'il veut? Moi, je crois qu'on peut tout dire, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Voilà ce que je pense. On peut tout dire. Il faut trouver le moyen. Là, dans le cas, par exemple, de Laura, parler plutôt en termes de profession, parce que pour moi, vous exercez une profession. Mais on le dit, la plus vieille profession du monde, il faut parler en termes de profession, avec vos mots à vous. Mais est-ce que les enfants le prendront comme ça? Ne pensez pas... Est-ce qu'à 15 ans ou à 17 ans... Je vous invite à ne pas pratiquer la répression imaginaire en pensant à la place de l'autre, parce qu'autrement vous les infantilisez. Vous les infantilisez en pensant à leur place, alors que vous souhaitez les faire grandir. Oui. Voilà, donc il vaut mieux ne pas les infantiliser. Qu'est-ce que vous en pensez, Laura? Merci. Je pense que oui, effectivement, ce serait une bonne solution de pouvoir leur expliquer que c'est un travail, que ce n'est pas du plaisir, parce que je donne du plaisir, mais je n'en reçois pas. Je fais mon métier, si on peut appeler ça un métier, et que bon, en dehors de ça, ça ne doit pas du tout avoir d'influence sur leur vie à eux. Tenez-nous au courant si vous leur dites. J'ai l'impression que vous avez fait un pas en avant aujourd'hui quand même. Un grand, hein. Ouais, bon. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour cette histoire.